Bien, je vous reprends pour la fin de cette matinée. Tout d'abord, petite annonce du colloque Vulgarisation et médiation scientifique organisé les 4 et 5 décembre. Demain et après-demain, Maison des sciences de l'homme à Paris, dans le cadre du réseau Vivant Libre, Penser le vivant, co-dirigé par Gisèle Sézinger qui est parmi nous. Donc, je fais passer le programme dans la salle. Par ailleurs, je tiens à adresser un grand merci à notre gestionnaire du département Humanité et Sciences sociales, Roselyne Bernard, qui est à pied d'œuvre ce matin pour l'organisation pratique de cette journée d'études et sans laquelle cette journée ne pourrait pas avoir lieu. Et à présent, donc, je suis heureux d'accueillir Laurence Dahangaïda, qui nous vient de l'Université de Franche-Comté pour un exposé sur la forme en acte, morphogénèse et savoir du vivant chez Paul Valéry. Comme le tableau l'indique, il y a eu un petit changement depuis. Donc, comme vous voyez, une extension à 2 autres auteurs, Theodor Schwenk et Bruno Strauss. Et en fait, cette extension, elle est tout à fait programmatique parce que ce qui disent les 3 auteurs, en fait, c'est qu'ils sont tous des héritiers de Goethe. Donc, je vais aussi rester un petit peu dans la continuité de ce qui a été dit par nos prédécesseurs. Et donc, je vais vous parler aussi de cette science, en fait, qui a refusé cette séparation entre la science et les arts de manière générale. Et donc, à travers l'idée de forme, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de voir comment chacun de ces auteurs a théorisé la notion de forme et comment, à travers cette théorisation, c'est une renégociation à chaque fois des rapports entre science et littérature, nature et culture, et sujet et objet, qui va être rendu possible, donc justement, à travers cette notion de forme. Donc on aura 2 écrivains, Paul Valéry et Bruno Strauss. Le 3e est un scientifique, Theodor Schwenk est un spécialiste d'hydrodynamique, donc il s'est aussi intéressé à la forme et qui est aussi un héritier déclaré donc, de Goethe. Donc à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer un petit peu par rappeler la théorie de la forme chez Goethe et puis ensuite on verra donc comment elle est réactualisée par chacun de ces auteurs. Alors un autre petit rappel aussi, c'est le rapprochement qui pendant des générations a eu lieu entre l'histoire de l'art et la biologie sur la base d'un côté d'une méthode commune et aussi donc sur la base d'une même précision dans la description d'une quantité incommensurable d'objets. Alors évidemment dans ce rapprochement entre histoire de l'art et biologie, c'est les théories de Goethe qui ont joué le rôle essentiel, un rôle exemplaire, puisqu'elles ont intéressé les scientifiques aussi bien que les créateurs, contribuant à tisser des liens entre dynamique de la forme et discours de la biologie. Alors, pour rappel, la pratique de Goethe est d'abord une pratique des sciences du vivant, une pratique de l'anatomie et de la botanique, puis de la physiologie, science que Goethe cherchait à articuler en un tout cohérent qu'il appelait de manière significative morphologie, par quoi il entendait la théorie de la forme, de la formation et de la transformation des corps organiques. Alors, en tant que telle, la morphologie trouve sa place à l'intérieur de l'histoire naturelle, comme étude des formes des parties de la nature organisées en rapport avec leur tout vivant, et le vivant va se trouver défini moins par sa forme que par sa formation, c'est-à-dire en tant que conformation et connexion, c'est-à-dire interaction avec le milieu. Alors, Goethe, on le sait, fait partie de ceux qui justement refusaient l'explication mathématique. Il la sollicite cependant de temps en temps, mais surtout pour vérifier la description sensible, qui est souvent esthétisante et qui doit donner à voir l'essence des choses. Or, l'essence goethéenne n'est pas une structure, elle est plutôt un pouvoir de structuration, ou plutôt une force de formation, c'est-à-dire qu'elle est Bildung plutôt que Gestalt, c'est-à-dire la forme en tant qu'activité de conformation et pas en tant que forme fixe. Alors, ce pouvoir de conformation de l'essence est saisi chez Goethe à travers le concept scientifique et philosophique de métamorphose qui permet de comprendre la dynamique d'investissement de la loi dans la concrétude empirique. Alors, parce que le souci de Goethe était de comprendre la formation et la transformation des formes, il était justifié de solliciter l'esthétique au sens d'une théorie générale de la sensibilité, mais aussi au sens d'une étude sur notre réception face aux belles formes produites par l'art. Il tenait en effet que la forme artistique dérive de la forme vivante, qu'elle en reproduit les caractéristiques essentielles et qu'elle peut donc, en retour, en présenter un modèle d'intelligibilité opératoire, du moins sur le plan heuristique. Dès lors, les sciences de la nature et l'esthétique peuvent aller du même pas. Le procès de la nature, comme celui des arts, est considéré comme un façonnement, une construction de la forme,
qui, par le biais de processus cognitifs, peut s'ouvrir sur la sphère du sens. Donc la forme devient un opérateur de médiation entre les sciences et les arts d'un côté, mais aussi entre nature et culture, voire même entre sujet et objet, puisque la cognition est aussi mise en jeu dans cette théorie de la forme. Et donc ce que je voudrais faire ce matin, c'est m'intéresser justement à ce rôle de médiation que joue la forme, en examinant la manière dont la forme a été théorisée par quelques héritiers de Goethe, comme je le disais, donc aussi bien venant du domaine littéraire que du domaine scientifique, en commençant par Paul Valéry, en continuant par Theodor Schwenk et en terminant par Otto Strauss, les scientifiques, est un auteur allemand contemporain qui s'est beaucoup intéressé aux sciences. Donc Paul Valéry, on le sait, est un héritier déclaré de Goethe, qui, comme lui, comme son prédécesseur, donc voit une même générativité à l'œuvre dans les formes, dans les variations morphogénétiques de la nature et dans les images qui sont créées par l'homme. Il pressent dans la nature l'existence d'une forme informante, capable à tous les étages de son organisation de pluraliser le réseau de ses figures possibles, ce qui a fait germer en lui le projet d'une morphologie généralisée, capable de décrire les transformations et les modulations de la nature vivante. Alors toujours comme Goethe, c'est à l'activité de conformation, donc de formation, que s'intéresse Valéry, donc exactement comme Goethe, plutôt à la Bildung qu'à la Gestalt, donc non pas au produit fini, mais à la puissance productrice de forme. Alors cette priorité, cette primauté qu'il accorde au processus de formation plutôt qu'au produit fini, nous renvoie à la distinction qui est devenue classique entre natura naturata et natura naturans, et dès lors, donc la fonction qu'il va attribuer à l'art, c'est d'imiter la nature, non pas au sens de produit fini, non pas au sens des produits créés par la nature, mais au sens de la force de production de la nature. Donc à la mimésis comme copie, va se substituer une poétique qui valorise le faire et qui essaye, qui se donne pour but d'imiter la nature dans son opération. Donc la fonction de l'art, ça va être de se réapproprier les forces formatives à l'œuvre dans la nature afin de produire à son tour des figures d'une égale perfection et variété. Alors c'est d'abord dans la peinture de Léonard de Vinci que Valéry voit le modèle de cette conception de la forme. Donc Léonard de Vinci, qu'il élève dans les cahiers au rang d'ange de la morphologie, et dans lequel il voit une figure exemplaire, justement parce que Vinci ne se contente pas de peindre des formes, mais il fait voir le travail des forces à l'œuvre dans la nature. Il cherche donc moins à peindre des formes finies, qu'à rendre visible, je cite Valéry, la puissance toujours imminente de la nature, dont les forces impriment leurs traces vivantes dans les êtres et les choses. Donc il peint des forces invisibles, le devenir de la forme, qui est une virtualité susceptible de s'actualiser dans les objets les plus variés. Alors pour Valéry, le génie de Léonard de Vinci réside principalement dans cette intelligence formelle qui lui permet de rendre visibles des analogies qui sont hors de portée de notre perception. Peindre, en effet, consiste pour Léonard à transformer chaque singularité, je cite Valéry, en fragment d'un indivisible psychique dans lequel tout ce qui paraît ne paraît que dans une sorte de résonance de similitude. C'est ce qui lui permet, dans ses tableaux, de passer sans transition des images d'ondes aux images de coquilles, la coquille n'étant elle-même rien d'autre que la forme rendue visible de forces marines dont le mouvement en spirale se répète dans d'autres tourbillons, que ce soit les oreilles, les boucles, les ongles, les ondes et les chevelures. Donc on verra tout à l'heure que ce sont exactement les mêmes objets qui sont choisis par Theodor Schwenk et par Otto Strauss. Ce sont ces mêmes formes qui apparemment donc, ont une exemplarité absolue donc, pour illustrer donc, cette manière dont les formes sont informées par des forces physiques. Alors, dans le glissando d'images que je viens d'énumérer, donc les ondes, oreilles, chevelures, coquilles, etc., c'est moins la ressemblance figurative qui va nous intéresser que la loi de modulation, en tout cas c'est comme ça que Valéry l'appelle, qui permet de construire, je le cite encore, un domaine de possibilités harmoniques
où chaque objet de la vue est virtuellement chargé de reflets des objets voisins. Chaque objet de pensée, imaginé, engendre un champ de similitude, comme si un œil d'une sensibilité inouïe voyait sur chaque objet l'image des objets voisins et passait de l'un à l'autre. Il n'y a plus d'objet isolé, c'est-à-dire sans autre. Donc, d'une certaine manière, cette loi de modulation, elle agit comme une sorte de moule variable continue, cette loi de modulation, ce qui lui permet de traduire le dynamisme qui est commun aux forces formatives de la nature et aux forces énergétiques qui animent l'espace de la vision, unissant de cette manière en un tout cohérent le domaine de la biologie, de l'esthétique, mais aussi de la cognition, puisque la forme n'existe évidemment qu'à être vue aussi, donc la cognition, ça va être le troisième pilier sur lequel cette théorie de la forme va s'appuyer, c'est ce qu'on va retrouver aussi chez les deux autres auteurs. Donc cette solidarité entre l'organisation biologique, la structuration de la perception et l'esthétique, on peut l'aborder, en tout cas c'est une entrée possible, par le terme de modulation justement que Valéry emploie aussi bien pour définir sa poétique que pour décrire les processus naturels de morphogenèse. Alors par exemple, j'en donne un exemple parmi beaucoup d'autres, dans une note de 1933, il évoque les rapports des formes végétales et ceux que l'on trouve aussi dans les organismes animaux, parce qu'ils imposent à l'esprit le problème de la modulation, qui est dans les arts la partie divine. Si la modulation est la partie divine de l'esthétique, c'est qu'elle donne justement à voir cette loi de croissance du vivant que Valéry conçoit sur le principe d'une dialectique entre le continu et le discontinu. Ça aussi, donc c'est un thème absolument récurrent dans toutes les notes de Valéry. Alors je cite là encore un tout petit passage où cette opposition, ou plutôt cette dialectique entre continu et discontinu est abordée dans les cahiers, une note de 1925, où il dit que la forme est d'une part l'ordre des contacts et d'autre part le lieu des points de discontinuité des lois quand ce lieu est continu. Et il ajoute, la plante fait voir son temps, qui est âge, qui est masse et figure. Donc on retrouve ici une théorie dynamique basée sur l'aporie entre continu et discontinu. Et d'ailleurs, René Thom, pour qui cette aporie est la source de toute modélisation naturelle, lisant Valéry, il a reconnu une sorte de précurseur, de prédécesseur de ses propres théories. Alors cette dialectique entre le continu et le discontinu, Valéry en attribue la primauté à Goethe, à qui il reconnaît la capacité à avoir vu le premier cette aporie entre le continu et le discontinu. Donc je le cite dans son essai sur Goethe, justement. Goethe, passionnément, s'attache à l'idée de métamorphose qu'il entrevoit dans la plante et dans le squelette des vertébrés. Il recherche les forces sous les formes, il décèle des modulations morphologiques, la continuité des causes lui apparaît sous la discontinuité des effets. Il voit en somme, dans la plante, une sorte de phénomène inspiré, une volonté de métamorphose qui monte, graduellement, agissante, en faisant éclore une forme d'une autre, comme sur une échelle idéale, jusqu'au point le plus élevé de la nature vivante, à savoir la propagation par les deux sexes. Donc, pour Valéry, la loi goethéenne de métamorphose est une illustration exemplaire de la manière dont le poète peut passer d'une intuition poétique à la connaissance scientifique. Alors, de la même manière que Goethe, Valéry part aussi de l'univers sensible auquel l'œil ouvre l'accès pour dégager cette loi de modulation qu'il voit à l'œuvre dans le monde vivant et que l'art doit restituer. Alors, je cite un autre passage pour vous convaincre de la centralité de cette notion de modulation. Passage et modulation. Le secret le plus fin de l'art est la marque de l'art exquis. La nature vivante est ici inversible. Elle sait achever une tige, ouvrir un orifice, épanouir l'extrémité d'un canal, prolonger un organe externe, en chasser un globe. Transition. Or, ce problème est profond, car il n'est autre chose que celui de la combinaison de l'action avec la matière, au sens relatif de choses qui se conservent, ou de l'opposition et combinaison de la construction avec la formation. Alors, ce problème de la modulation, en tout cas le problème qui est soulevé par la modulation, c'est finalement, au dernier ressort, celui de l'écart entre construction et formation, c'est-à-dire entre l'activité humaine de transformation de la nature et la formation naturelle. Or, cette opposition, elle est au cœur du célèbre essai de 1937
que tous les spécialistes de Valéry connaissent très bien, donc L'homme et la coquille, où Valéry aborde la question de la poiesis, justement, sous l'angle paradoxal du lien entre activité humaine et données de la nature. Alors, comme ces images sont très jolies, je ne résiste pas au plaisir de vous donner à voir cette coquille, d'ailleurs que Michel Persas, dont Michel Persas s'était servi pour envoyer ses vœux de bonne année cette année. Donc, je me mets un petit peu sous voilà, sous sa protection pour vous montrer cette image de la coquille. Donc, je répète qu'on va retrouver chez tous les auteurs. Hein. Dans cet essai de 1937, la coquille est présentée comme l'une de ces formations naturelles remarquables qui se distingue parmi tant de choses, de figures indifférentes et accidentelles qui nous entourent, parce que le processus générateur qui est à son origine ne se laisse pas appréhender par les moyens de notre connaissance. En effet, ni la géométrie, ni la physique, ni la biologie ne parviennent à expliquer la dynamique de son engendrement, qui est celle du mouvement tourbillonnaire. Et en effet, donc je ne vais pas refaire la démonstration, mais ce que fait Valéry dans cet essai, c'est essayer à chaque fois, donc, pour expliquer la forme de la coquille, mettre à l'œuvre tous les moyens donnés par ces trois sciences, ces trois disciplines, la géométrie, la physique et la biologie, pour conclure à chaque fois un échec, de rendre compte de l'émergence de cette forme. Donc finalement, pour finir, Valéry va inviter le lecteur à refaire en pensée la forme de la coquille, comme s'il s'agissait d'une œuvre humaine. En effet, Valéry est convaincu, on sait que l'on ne sait que ce que l'on sait faire, et il va mettre donc au premier plan le faire, qui est indissociable du connaître. Or, il va s'avérer très vite que la loi de génération de la coquille ne se laisse pas réduire non plus au faire humain, qui obéit à des lois tout autres, à une idée qui coordonne et organise, à une construction, alors que la coquille est le produit d'une formation, et que cette formation est vécue de plus organiquement. Alors, je cite un extrait de cet essai. « Nous concevons la construction de ces objets, et c'est par quoi ils nous intéressent et nous retiennent. Nous ne concevons pas leur formation, et c'est par quoi ils nous intriguent. Bien que faits ou formés nous-mêmes par voie de croissance insensible, nous ne savons rien créer par cette voie. » Donc finalement, le problème posé par la coquille, c'est celui de la finalité de l'organisation, alors que le faire humain obéit à une intention, la fabrication de la coquille est vécue et non pas faite. Alors finalement, dans un passage toujours de cet essai, Valéry constate que ce qui oppose la production humaine à la production naturelle, c'est l'inhérence organique de la coquille qui littéralement émane du mollusque, alors que nos dessins réfléchis et nos constructions ou fabrications voulues semblent très étrangers à notre activité organique profonde. Autrement dit, le faire du mollusque consiste à produire son identité en produisant sa propre forme. Or, cette congruence entre la production morphologique et l'ontologie, qui a déjà été soulignée par Thomas Black-Ruiz dans un de ses essais, et bon, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que cette congruence donc, entre ontologie et production morphologique, elle renvoie tout à fait à la définition qu'ont donnée les deux biologistes chiliens Francisco Varela et Hubert Maturana, la définition qu'ils ont donnée de l'autopoïèse en biologie. Donc ces deux scientifiques identifient les êtres humains à des systèmes autopoïétiques et proposent donc de considérer l'organisation du vivant comme autoproduction. Alors, ce qui caractérise d'après eux les systèmes autopoïétiques, c'est que leur organisation est telle que leur seul produit est eux-mêmes. Il n'y a pas de séparation entre le producteur et le produit, entre l'être et le faire d'une unité autopoïétique. Ce dont témoigne justement exemplairement le mollusque, je cite Valéry, être qui ne sait que la seule leçon avec laquelle son existence même se confond. Donc la coquille ne sait que sa leçon, et sa leçon, c'est de produire sa coquille, et produire sa coquille, c'est aussi son existence, c'est ce qui lui donne, c'est là-dessus que se base son ontologie. Donc, c'est pas un hasard si Valéry, donc, qui insiste beaucoup sur ce processus d'autopoïèse, d'autoproduction, utilise aussi le terme dans son cours de poétique au Collège de France en 1937, en disant qu'à un moment, il avait songé utiliser le mot de poïétique plutôt que celui de poétique, le mot de poïétique dont justement la physiologie se sert quand elle parle des fonctions hématopoïétiques ou galactopoïétiques.
Donc, ce qui est important à noter ici, c'est que Valéry, donc c'est bien en référence à la physiologie, plus largement à la biologie, qu'il fonde sa conception de l'activité poétique, donc renvoyant une fois encore la poésie, enfin la production poétique à l'acte poétique au sens de fabrication, et par là même il l'inscrit donc dans une théorie du produire naturel. Il a d'abord pris la peine de distinguer du faire humain pour ensuite le rattacher par le biais d'une continuité qui se situe à un niveau plus profond. Alors cette continuité donc, entre le faire humain et le produire naturel, il me semble qu'on pourrait l'éclairer à l'exemple de la notion de figure qui a été analysée dans un article récent par Bruno Clément. Bruno Clément qui, dans cet article de 2012, fait remarquer que le mot figure revient une douzaine de fois dans l'essai sur la coquille, sur l'homme et la coquille. Il revient une douzaine de fois, donc, et la plupart du temps dans un sens équivalent à formation. Ce qui a pour effet d'établir un pont entre les figures naturelles, comme la coquille, et les figures de langage, et finalement donc de naturaliser les figures de rhétorique. Ce qui évidemment, au plan épistémologique et poétique, a des conséquences tout à fait considérables. Alors, sur quoi il se base pour Valéry, donc pour rapprocher les figures de rhétorique des figures naturelles? Bon, Bruno Clément donne un certain nombre d'arguments, j'en retiendrai simplement un aujourd'hui, c'est que la coquille, comme la figure de rhétorique, est en fait une puissance de figures semblables. Autrement dit, c'est une matrice qui est capable d'engendrer une infinité d'autres figures. Et de la même manière, donc la figure de rhétorique, et ce n'est pas une figure isolée, c'est plutôt un tour que le poète peut utiliser dans une infinité de situations. Alors, je cite encore Valéry, avec un tube fermé à l'un de ses bouts et supposé assez souple, je puis non seulement reproduire assez bien l'essentiel de la forme d'un coquillage, mais aussi en figurer quantité d'autres. Donc la coquille n'est pas seulement une forme, elle est une matrice de forme, une matrice de figure, pour reprendre les mots qu'il utilise. Donc, on le voit, Valéry prend ici complètement le contre-pied de la tradition rhétorique, qui voit d'habitude justement dans la figure de rhétorique un artifice du langage et plutôt en fait la signature la plus personnelle de l'écriture du poète. Ici, au contraire, il suggère, comme l'a bien noté Bruno Clément à la suite de Jean-Claude Coquet, il suggère en fait que la figure serait du côté de l'inhumain, du côté de la nature, non pas un modèle pour l'artiste, mais ce qui, de l'extérieur et à son insu, l'incite et l'informe. Or, Valéry ne s'arrête pas là. Si dans cet essai, il tire la figure de rhétorique du côté de l'inhumain, donc du côté de la nature, ailleurs, dans d'autres essais, il tire la figure du côté du formel, la forme, de manière générale, du côté du formel, c'est-à-dire de la géométrie. Alors, par exemple, dans Question de poésie, il suggère que la rhétorique n'explique rien du fonctionnement de la figure, dont la géométrie serait à ses yeux beaucoup mieux capable de rendre compte. Car, je le cite, le poète se meut dans un ordre de relations et de transformations possibles dont les propriétés ne peuvent pas être très différentes de celles que met parfois en évidence le génie géométrique et son art de se créer des instruments de pensée de plus en plus souples et pénétrants. Donc, cette idée de figure, au sens de formation, elle joue d'un côté le rôle d'un interface entre nature et culture, et d'un autre côté entre art et science. Et finalement, elle est au cœur d'une poétique dont le but pourrait être bien la recherche d'une adéquation entre les figures de la nature et les figures de l'art, c'est-à-dire entre les forces qui informent les figures naturelles et celles qui informent la matière verbale. En tout cas, c'est ce qui semble suggérer par la fin de l'essai sur la coquille, lorsque Valéry écrit « Peut-être ce que nous appelons la perfection dans l'art n'est-elle que le sentiment de désirer ou de trouver dans une œuvre humaine cette liaison indissoluble et réciproque de la figure avec la matière que le moindre coquillage me fait voir. » Donc, Valéry, ici, semble établir un parallèle assez clair entre la force de la physis et le langage poétique. Il s'exprime en effet comme si les mêmes lois s'appliquaient aux deux domaines, comme si la force qui imprimait sa trace dans la matière naturelle était du même ordre que celle qui informe le langage poétique.
Donc par là, il renoue avec l'intuition goethéenne d'une continuité entre les arts et les sciences. Et comme Goethe, il retrouve cette idée que la biologie serait une préface à l'esthétique, qui elle-même serait le complément indispensable de la biologie. Et ce qui lie les deux domaines, c'est le fait qu'elles décrivent des processus de génération, de croissance et de modulation qui s'inscrivent donc aussi bien dans les formes naturelles que dans les formes esthétiques. Je cite une dernière fois Valérie, j'ai noté que le poème est génération, c'est-à-dire que son mode d'accroissement est caractéristique. Il obéit à la loi de croissance successive ou de création du temps, qui compose par pulsation et déduction de la forme l'état de résonance et la sensation d'infini esthétique cherchée. C'est cela qui imite l'allure enchaînante du langage poétique. Ainsi, la plante croît par pulsation et alternance de feuilles ou de rameaux ou par nœuds, et la pompe par développement de spires. Alors, dans ce passage, ce qu'on peut remarquer, c'est aussi l'importance du rythme, lorsqu'il emploie des mots comme pulsation et alternance, pulsation et déduction de la forme. Donc l'importance de la composante temps, et de la composante temporelle et de la composante du rythme, donc qui joue un rôle essentiel dans l'émergence des formes naturelles, mais aussi dans l'émergence du poème. Donc ces deux formes, ces deux types de formes, créant non seulement leur temps, mais aussi lui donnant une inscription spatiale. Alors c'est cette intuition que je vais utiliser pour passer au deuxième auteur dont je voudrais parler, chez qui on va retrouver aussi cette intuition de l'existence d'une forme temps, d'une forme mouvement, d'une forme rythme, on peut les appeler indifféremment de ces trois manières. Donc chez Theodor Schwenk, qui lui nous vient d'un domaine complètement différent, et avec qui donc, on va passer donc, de la littérature à la science, mais en plus passer à une science complètement différente, puisque sa science de référence, c'est plus la botanique, c'est plus les sciences du vivant, mais c'est l'hydrodynamique. Alors, Theodor Schwenk est peut-être moins connu pour les lecteurs français que pour les lecteurs allemands, et surtout connu parce qu'il est l'ouvrage d'un livre qui s'appelle Le chaos sensible, qui a été publié en 1962 et qui a été salué à sa sortie comme la première monographie phénoménologique de l'eau et de l'air. L'objectif du livre, je cite Schwenk, c'est d'étudier la création des formes par les mouvements de l'eau et de l'air dans le monde végétal, animal et humain. Et il insiste sur le fait qu'il ne va pas du tout tenir compte de la composition chimique de l'eau, mais seulement du mouvement des fluides qui s'emparent de la matière et l'ordonnent. Donc, il se libère donc, de toute approche disciplinaire pour choisir une approche aussi phénoménologique que possible. Alors, dès l'introduction, Schwenk se construit une généalogie intellectuelle où se côtoient des hommes tels que Léonard de Vinci, Goethe et Novalis. On n'est pas très étonné de trouver les mêmes auteurs, mais il faut ajouter un quatrième auteur qui est Rudolf Steiner, donc le fondateur de l'anthroposophie, mais on le sait peut-être moins, Rudolf Steiner qui est celui qui a largement contribué à diffuser et à transmettre l'héritage de Goethe en Allemagne, auquel il a donné évidemment avec son anthroposophie, une dimension spirituelle, mais bon, je vais mettre de côté aujourd'hui. Alors, une petite explication à propos du titre, le chaos sensible, c'est une expression qu'il emploie à Novalis, c'est pas la théorie du chaos comme on pourrait le penser, la théorie du chaos n'étant pas encore née à l'époque. Donc Novalis, qui, je cite, voyait dans l'eau un universel non encore fixé, mais capable de se laisser modeler du dehors, un indéterminé pourtant déterminable, un chaos sensible. Alors, le sous-titre du livre de Schwenk, « Création de formes par les mouvements de l'eau et de l'air », résume sa thèse. De la simple goutte d'eau jusqu'au larynx humain, en passant par les courants et les masses d'air, les nuages, les méandres, les tourbillons, les interférences d'ondes et les nageoires des poissons, par la croissance des végétaux, les coquilles, les embryons, l'œil ou le limaçon de l'oreille, un seul et même principe formateur est à l'œuvre qui parle à travers l'architecture de l'organe, sa fonction et le milieu ambiant. L'eau, organe sensoriel, milieu des échanges de substances, entre en rythme avec les mouvements qu'elle reçoit et qui l'informent, créant des tourbillons et des volutes,
ou des vortex que certains animaux aquatiques incorporent dans la forme de leur corps. Je le cite, plus l'eau peut se mouvoir rythmiquement, plus elle est vivante. Dans les êtres vivants, elle est porteur des rythmes fluctuants, montée et descente de la sève dans les plantes, pulsation régulière des liquides organiques chez l'homme et les animaux. Toutes les formes naturelles sont le résultat de rythmes spatiaux qui sont eux-mêmes soumis à des rythmes temporels. Alors, c'est par ces rythmes que va s'expliquer, par exemple, la forme des ailes des oiseaux qui semble, nous dit Schwenk, être le reflet des courants qu'ils utilisent pour leur vol, tandis que les nageoires des poissons apparaissent comme des voiles d'eau solidifiées, les formes de l'eau mobile incarnées dans l'organique et de ce fait rendues visibles. Hein, donc on remarque que c'est tout à fait le même vocabulaire que Valéry et que Goethe. Donc Schwenk, comme ses prédécesseurs, traverse les frontières entre les disciplines et les règnes et il fait confiner la mécanique des fluides à la biologie, en montrant que les liquides internes des organismes obéissent aux mêmes lois que les liquides dans la nature, produisant ainsi les mêmes formes. Ainsi, le limaçon de l'oreille offre, nous dit-il, un exemple parfait du tourbillon stabilisé dans une forme organique. C'est comme si les spires de l'eau tournoyante s'étaient coagulées dans une structure extrêmement différenciée. De même, le larynx humain réunit dans son fonctionnement tous les mouvements dont se sert la nature pour engendrer ces innombrables créatures et tout ce que ces créatures peuvent accomplir. Nul organe ne nous donne le plus bel exemple de la résurgence des mouvements créateurs dans les fonctions mouvantes de l'organe qu'ils ont créé. Donc, comme Goethe et Valéry, Schwenk place au centre de sa théorie morphogénétique les forces formatrices à l'origine des formes naturelles, qu'il aborde sous un angle à la fois dynamique et ouvert à l'aléa. En effet, il souligne la complexité des interactions, rétroactions, interférences qui inculquent leur dynamique au fluide, ainsi que sur leur sensibilité aux conditions initiales. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être considéré comme l'un des précurseurs de la théorie du chaos, dont l'un des principaux champs d'application est précisément la mécanique des fluides. Mais ce n'est pas sur cette voie-là que je vais m'engager, plutôt sur le fait qu'il termine son livre en proposant quelques réflexions sur l'art, dans lequel il voit lui aussi un prolongement des forces créatrices à l'œuvre dans la nature. Formé par les mouvements qui prennent corps dans ses organes, l'homme serait amené lui aussi à produire des formes à partir de ces mêmes forces dynamiques, et donc les œuvres d'art nous donneraient accès aux archétypes de formes et de mouvements qu'on le retrouve dans l'organisme humain et dans la nature. Alors cette continuité entre l'art et la nature qui est postulée par Schwenk, elle est illustrée par les magnifiques images qui accompagnent le texte et qui introduisent beauté et plaisir dans une approche qui par ailleurs se fonde sur les données de l'observation scientifique, aussi bien dans la méthode d'exposé que dans les expériences. Donc je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer certaines de ces images, je crois qu'ils nous permettent beaucoup plus, de voir tout à fait visuellement les rapprochements que Valéry, commentant Léonard de Vinci, a pu faire sur les tourbillons et sur les formes qui naissent justement des tourbillons. Je ne les commente pas, je vous laisse les regarder en continuant à lire mon texte, je vous laisse profiter de ces images. Donc ce qui m'importe ici, c'est quand même de souligner que l'ouvrage de ce scientifique est investi de valeurs esthétiques, ce qui lui donne lui aussi donc les moyens d'appréhender la forme dans sa double dimension, donc à la fois comme objet de plaisir esthétique et comme objet de connaissance scientifique, donc un objet qui requiert d'un côté le désir épistémique et de l'autre côté les émotions de l'être. Sans cette convergence, sans cette attention au sensible, sans ce souci d'unité, il ne saurait y avoir de véritable intelligence de la forme, car l'homme, comme l'écrit Valéry, imprime sur le réel l'empreinte du désir figuré qu'il a dans l'esprit, de sorte que tout objet est aussi, en partie, un artefact du sujet. Je le cite encore, « ôtez l'homme et son attente, tout arrive indistinctement, coquille ou caillou. » Oh, pardon, j'ai oublié de continuer à vous montrer des images. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que Valéry souligne aussi le rôle du sujet et donc de la connaissance, de la cognition dans la perception des formes, nous rappelant donc justement que la forme est aussi affaire de perception, qu'elle n'existe qu'à travers des processus
cognitifs qui lui permettent de s'actualiser. Et c'est justement cette dimension de la forme que l'écrivain allemand Boto Strauss a exploré dans L'Incommensement, un livre de 1992 où il vise, comme ses prédécesseurs, une théorie unitaire des formes naturelles, des formes artistiques et des structures cognitives. Alors, comme je vois que le temps a passé, je ne vais malheureusement pas avoir le temps de développer sur Boto Strauss. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt peut-être le résumé. Alors, Boto Strauss, dans son livre, en fait, il cite d'un côté Goethe, il cite Valéry, il cite Schenck, qu'il commente très largement. Et donc il se situe d'un côté dans un héritage qui est vraiment celui de Goethe, dont il souligne justement la quête unitaire de connaissances, mais de l'autre côté, son texte est plein de références aux théories morphologiques modernes, comme par exemple les dynamiques non linéaires, la théorie du chaos, les théories d'auto-organisation, la thermodynamique des structures dissipatives, la géométrie fractale, la théorie des attracteurs étranges, la théorie des systèmes autopoïétiques. En tout cas, toutes ces théories qui, selon Alain Bouteau, ont permis l'émergence d'un nouveau paradigme morphologique dans les années 80, dans les années 1980. Donc il se situe d'un côté, à la croisée donc, de deux héritages, si vous voulez. Donc d'un côté un héritage classique, celui de Goethe, et de l'autre côté donc les références aux sciences les plus modernes et leur appréhension de la forme. Alors, bon, comme je n'ai pas le temps de développer sur lui, ce qu'on peut encore ajouter, c'est que le texte est plein de métaphores de flux, de fluence, de tourbillons, d'eau, qu'il emprunte apparemment à Schwenk. Il s'est beaucoup inspiré de Schwenk, qu'il cite absolument abondamment dans le texte. Et ces métaphores de fluence, elles lui servent à caractériser non seulement le réel, mais surtout la cognition. Il s'inspire donc de théories des neurosciences actuelles qui ont montré donc l'instabilité des processus cognitifs, et il se sert de ces images de flux, de fluence, etc. pour dire dans des termes à la fois poétiques et scientifiques l'instabilité des processus cognitifs, qui fait que les formes, lorsqu'elles apparaissent au cerveau avant d'être traitées par la conscience, donc lorsqu'elles sont appréhendées de manière brute, on va dire, les formes, elles apparaissent de manière indistincte, sans frontières et sans contours définis, comme justement des flux ou des fluences. Bon, je crois que ce passage est tout à fait représentatif lorsqu'il écrit « La pierre est un flux et même mon œil, en face plus d'objets qui tiennent, mais derrière l'œil, un esprit méticuleusement ordonnateur nous dissocie du flux en général. » Alors le flux en général, c'est le flux de la réalité, donc des formes saisies dans leur apparaître, dans leur genèse. Le fluent, c'est la fluence qui caractérise, ou l'instabilité qui caractérise les processus cognitifs, avant que la conscience n'essaye de les mettre en ordre, ne stabilise nos impressions, nos sensations brutes, dans des formes aux contours définis. Et j'ajoute pour terminer que le sous-titre du livre, le livre s'appelle L'Incommensement, mais le sous-titre du livre, c'est Réflexion sur la tâche et la ligne, et en fait, il nous propose une théorie de la forme tâche, je parlais de la forme mouvement, de la forme rythme, la forme tâche. Donc la forme tâche, c'est la forme lorsqu'elle est encore indécise, lorsqu'elle est encore indéterminée, c'est la forme saisie dans son apparaître, dans son émergence, et c'est justement dans cette optique qu'il recourt à toutes ces théories récentes, donc théorie du chaos, etc., théorie des systèmes autopoïétiques, etc. Donc avec Strauss, finalement, on clôt un petit peu le cercle, de ces trois manières, de cette confluence où se trouve la forme, donc à la confluence des théories biologiques, la théorie donc, des formes naturelles, théorie des formes esthétiques, et aussi donc théorie de la cognition. Donc je vais en venir tout de suite à mon conclusion, puisque j'ai pris trop de temps sur les deux premiers auteurs, pour souligner le fait que la notion de forme, finalement, elle apparaît comme un espace commun à l'art et à la science, à partir duquel donc, il est possible de redéfinir leur rôle respectif et aussi leur lieu d'intervention. Et donc, ce qu'il y a de commun aux trois auteurs que j'ai évoqués aujourd'hui, c'est qu'ils se situent à la jointure de plusieurs champs du savoir, hors des sentiers balisés par les savoirs disciplinaires,
Et c'est à cette conjoncture, à cette conjonction, en fait, qu'ils construisent leur savoir de la forme, un savoir qui sollicite d'un côté l'impression sensorielle et l'émotion esthétique, et de l'autre, le désir épistémique, que Jean-Claude Coquet a joliment désigné de forme réalisante du savoir. Ce qui se dessine alors, c'est une autre histoire de l'art et un autre savoir de la forme, où se renégocient non seulement les rapports de l'art et de la science, mais aussi ceux du sujet et de l'objet, puisque le sujet est partie prenante dans la construction des formes à travers la perception, mais aussi de la nature et de la culture, et enfin de l'esthétique et de la connaissance. C'est ce qui autorise Jean Petitot, à la fin du très bel essai qu'il a consacré à L'homme et la coquille, ce qui l'autorise à annoncer la transformation, je le cite, de l'immense frontière entre l'esprit et la matière, la culture et la nature, en une nouvelle frontière de la connaissance. Et je crois que tous ces auteurs qui ont travaillé sur la forme, en essayant de se situer donc un petit peu dans l'héritage de Goethe, c'est un petit peu la leçon qu'ils nous donnent, ou en tout cas ce qui nous incite à interroger, c'est cette nouvelle frontière de la connaissance, située où sont renégociés les rapports entre esprit et matière, culture et nature, science et art de manière générale. Voilà, je vous remercie.